Bonjour à tous et bienvenue à ce talk sur Scala.js. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis François Laroche, je suis lead dev chez Mec.org, où on souhaite réparer les démocraties européennes. Donc, pour ceux qui veulent en parler, il y a notamment notre CTO qui est ici au premier rang. N'hésitez pas à le biper et à aller lui parler entre les talks. Bonjour à tous, alors moi c'est Charles Pestouri et je suis arrivé chez Mec il y a à peu près un an, un peu plus qu'un an. Et du coup j'ai commencé le Scala ici là-bas il y a à peu près 6-7 mois. Donc, voilà. Alors, on va parler de Scala.js. Donc, on va commencer par parler un peu de qu'est-ce que Scala.js et en quoi et comment il se place par rapport aux différents frameworks et différents autres outils pour faire du JS. On va parler rapidement de comment packager l'application parce que ça va entraîner pas mal d'autres choses derrière. On parlera de tout ce qui est façade. On montrera du coup par rapport à tout ce qu'on a choisi à notre manière de faire, comment on code et à quoi ça ressemble. On parlera même de faire du CSS type safe. Et oui, du CSS monadique s'il vous plaît. On reparlera des façades, donc là plutôt sur l'écriture de façade que sur l'utilisation. Et on reviendra sur le packaging. Donc Scala.js, globalement on se base sur deux constats. Le premier, c'est que le front, c'est quelque chose qui est vraiment à part du reste. On ne fait pas du front de la même manière qu'on va faire du back. Les problématiques ont vraiment rien à voir. Et pour cela, il y a déjà des écosystèmes très riches aujourd'hui en JS spécialisés sur ces problématiques-là. Comment on gère les assets, comment on va essayer de réduire la taille de tous les livrables. Tout ça, c'est des problématiques qu'on n'a pas envie forcément de recoder et avec lesquelles il faut vivre. L'autre constat, c'est que de toute façon, dans le navigateur, on ne peut faire que du JS. Il y en a qui ont essayé et ils n'ont toujours pas réussi. Ils ont beau s'appeler Google, ça ne marche toujours pas. Du coup, plutôt que d'essayer de remplacer JS comme l'ont essayé certains frameworks tels que GWT, on va plutôt se dire qu'on va faire avec le JS. On va s'intégrer avec, on va pouvoir permettre d'utiliser du JS et même dans l'autre sens d'exporter du JS qui soit utilisable par les frameworks JS alors qu'il est écrit en Scala. Donc pour tout ça, donc, on utilise Scala.js qui est prévu là-dessus, qui est sur ce créneau-là, qui va utiliser donc, tous les outils de build JS, notamment NPM ou Yarn, parce que il y a bien eu des essais pour tout mettre dans Maven Central avec les WebJAR, mais ça ne marche pas très bien, il n'y a pas grand-chose qui est packagé, ça va également très vite, et il y a une telle explosion dans tout ce qui est JS qu'on ne peut pas tout mettre dans Maven Central alors que tout est déjà sur NPM.js. Donc on va pouvoir réutiliser les outils, notamment Webpack et NPM ou Yarn, et on va vouloir également rester suffisamment dans le monde Scala et utiliser notamment SBT pour nous aider dans le build. Donc on a un plugin pour ça qui s'appelle le Scala.js Bundler qui fait le pont entre SBT et Webpack globalement. Hop, donc un exemple de build, je suis désolé, c'est assez petit. Donc on a des plugins ici qui nous permettent donc de faire toute la partie Scala.js et la compilation. On a les dépendances ici Scala, qui sont là principalement des façades. Donc le truc rigolo, c'est qu'on a plus 2%, mais 3. 2 pour la version de Scala et le troisième pour la version de Scala.js qui va avec. Et à côté, donc, on a les dépendances NPM en dépendance normale et en dépendance dev, qui nous permet donc d'avoir vraiment, comme il y a dans le fichier package.json, directement décrit dans le build SBT. Et on a moyen de fixer les valeurs comme on le souhaite. Donc là, on demande à ce que les versions soient exactement les mêmes que celles qu'on met là. Mais on pourrait très bien leur demander de prendre la plus grande supérieure à telle version, etc. Voilà, donc avec ça, ça permet donc déjà de setuper et de bootstrapper l'appli. Et on va parler maintenant. Donc, ouais, je vais vous montrer donc, rapidement le build, à quoi ça ressemble. Donc, CSBT, qu'on appelle ici. On va compiler le Scala.
ensuite, on va compiler donc toute la partie JS en allant chercher donc ici via Yarn les différentes dépendances. Je pense que vous avez tous vu tous ceux qui ont fait du NPM ou du Yarn sous Linux ou sous Windows, enfin pas sous Mac du coup, le coup du FS Event qui est pas qui marche que pour Mac, donc c'est là-dessus on est bien sur tout l'écosystème JS. Donc on va maintenant parler des façades. Ok, alors les façades, donc du coup nous on fait en Scala JS et du coup on a décidé d'utiliser React pour faire toute la partie JS. Et du coup pour pouvoir l'utiliser donc en Scala JS, il faut utiliser ce qu'on appelle des façades. Donc c'est ce qui permet de faire la liaison entre le JS et le Scala. Et donc au lieu de l'écrire nous-mêmes directement la partie pour pouvoir utiliser React, on utilise une qui est déjà existante. Donc Scala.js en conseillait, enfin, ou en présentait deux pour utiliser React sur son site. Et je vais vous présenter les deux, donc côte à côte. Alors nous, c'est celle de droite qu'on utilise, et il y a une raison pourquoi. Alors, on a fait un choix, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a utilisé celle qu'on utilise qui est à droite. Là. D'ailleurs, alors je vais présenter d'abord celle de gauche. On voit ici, alors ça fait la même chose, les deux, c'est juste une div où il y a marqué Hello World dedans, avec pour ID Hello. Et on voit sur celle de gauche que pour monter toute la div, il y a pas mal de méthodes utilisées, un builder, un render, enfin un statique, je ne sais pas trop à quoi il correspond, un build, etc. Et alors que lui, c'est assez simple, il y a la méthode render et on crée la div. Donc pourquoi celle-là on a utilisé, on voit que c'est beaucoup plus proche du code JS. Et comme nous on travaille en Scala JS, on veut rester proche du JS, travailler avec le JS, les types JS. Et c'était plus, ça correspondait plus à ce qu'on avait besoin. Et d'autant plus au cas où si on regarde des docs ou des retours sur Stack Overflow par exemple en cas de problème, etc. C'est beaucoup plus facile à faire la correspondance avec ce qu'on écrit en Scala JS. Parce qu'en général, on va trouver du code JS pour tout ce qui est erreur, tout ça. Et ça permet de lire ça beaucoup plus facilement. Voilà. Et on voit bien que ça respecte les différentes méthodes pour créer une classe React, donc du JS, genre le render. Bon, il n'y a que celui-là ici, mais le get initial state, le component will receive props, etc. Pour ceux qui ont déjà fait du React, ils doivent savoir. Ici, dans celui-là, il n'y avait pas tout ça et c'était beaucoup plus compliqué de gérer l'état, les props et tout ça. Là, c'est assez plus intuitif. Et voilà, je vais repasser. Donc c'est bien d'avoir des façades. Maintenant, donc on va voir un peu comment au jour le jour ça revient pour nous de coder donc en Scala JS. Donc ce qui est pas mal, c'est que comme toujours, on allie les outils Scala avec les outils JS. Donc on a SBT qui est l'outil de base qui va permettre par exemple de lancer le serveur dev Webpack. Donc c'est assez simple à mettre en place, il suffit juste de lui dire le port sur lequel on veut que ça écoute, lui dire la version du serveur qu'on veut, et ensuite donc il y a dans le plugin, il y a une tâche pour démarrer le serveur, et une fois que le serveur est démarré, il suffit juste ensuite de lancer, là ça correspond à la transpilation incrémentale, et puis bah, le tour est joué. Dès lors qu'on modifie une classe dans l'IDE, et bien, tout de suite, il y a le processus de compilation qui se lance et au bout de quelques secondes, c'est disponible dans le navigateur. Donc, une application Scala JS, ça ressemble beaucoup à une application Scala. C'est-à-dire que le point d'entrée, c'est rien d'autre qu'un main. Ça, c'est assez récent. Avant, il y avait des trucs un peu plus compliqués pour bootstrapper. Et donc, on va commencer à regarder les composants. Donc, ce qui est pas mal avec React, c'est que tous les composants sont indépendants. Pour s'initialiser, ils ont des props, qui est leur état initial, on va dire, et ils ont ensuite un état interne qu'ils mettent à jour. Donc ici, avec la façade qu'on utilise, les props et les states ne sont rien d'autre que des cases classes. Donc là-dessus, on est bien dans le monde Scala et ça marche bien. Et derrière, on voit bien, enfin, de manière générale,
tout se fait par changement d'état. Il suffit de faire un copie sur les cases classes pour que ça marche. Donc, on passe d'un état A à un état B de manière assez prédictible. Et on est dans des mentalités qui sont très proches de tout ce qui est fonctionnel avec de l'immutabilité et de la gestion d'état. Ça va encore plus loin si on veut utiliser Redux, où là, on a un état qui est carrément global à l'application, qui est pareil, qui est immuable et qui, via des actions, passe d'un état A à un état B. On a ensuite toute la partie gestion des erreurs et tout ce qui est appel API. Donc nous, on utilise Redux et on a pris le choix d'utiliser Redux pour tout ce qui est appel API et pour faire la gestion des erreurs. L'idée est que Redux a un dispatch ici, qui est un gros bus au final dans lequel on peut envoyer des actions. Et donc, dès lors qu'on fait des appels API, donc là on en a un, on s'en fiche après de comment c'est fait, mais du coup, tous ces appels-là auront comme particularité commune de renvoyer un futur de quelque chose. On va gérer les erreurs dans le conteneur ici, car il a aspect au dispatch, et donc il peut aller envoyer l'erreur, et ensuite, un composant qui sera un peu plus transverse va s'occuper de gérer toutes ces erreurs-là. Donc toutes ces erreurs sont gérées ici, et il y en a très peu qui remontent jusqu'aux composants ensuite, qui ont juste à gérer le cas succès. Donc voilà, donc, ça ressemble beaucoup à l'API Redux. Tout ce qui est Connect Advanced, on a exactement toutes ces API-là. Et Connect Advanced, tout ce qu'il fait, c'est créer des props ici et dire dans quel composant il les injecte. Là-dessus, on est vraiment très très proche de l'API Redux. Et ça, c'est vraiment très agréable parce que toute la doc marche bien. Dès qu'on a besoin de composants, il suffit de regarder les docs et c'est très simple ensuite à façader. Hop. Donc ensuite, avec React, l'une des modes en ce moment, et l'une des manières de faire en fait, est d'embarquer le CSS dans son composant. Donc nous, on utilise pour ça un truc qui s'appelle Scala CSS, qui permet donc d'écrire ces feuilles de style en Scala. Donc ici, on a un exemple où du coup, on définit ici une classe qui s'appelle wrapper, dans lequel on met différentes propriétés CSS. Et ensuite, on peut l'utiliser ici dans les composants. Donc au niveau des composants, d'ailleurs, j'ai pas fait tout le lien là-dessus, mais du coup, on a un symbole ici qui est le inférieur qui permet de contenir tous les composants de base, donc qui nous est fourni par la façade, et l'accent circonflexe ici, tous les différents attributs pour les tags. Donc c'est quelque chose ensuite qui est facile à étendre via des implicites pour rajouter nos tags ou rajouter nos propriétés. Donc on a besoin assez couramment dans les façades. Et du coup, là, on a le class name qui est quelque chose de standard où on peut lui mettre donc un style qui est relié à Scala CSS. Donc ensuite, pour inclure le CSS dans le DOM, on rend juste une balise style avec donc la style sheet qui va bien. Donc ça nous permet d'avoir tous nos composants qui embarquent leur CSS. Du coup, il n'y a que le CSS dont on a besoin dans la page qui est rendu et pas plus. Le problème que ça peut avoir, c'est quand il y a plusieurs composants qui utilisent les mêmes feuilles de style. Des fois, on va vouloir avoir des propriétés un peu plus dynamiques. Par exemple, dans le cas que je montre ici, on veut pouvoir avoir un CSS qui dit, selon certaines conditions, si un composant doit être affiché ou pas. Donc, Scala CSS, pour ça, vient avec tout ce qui appelle les styles F, donc comme fonction, où il peut prendre soit des booléens, soit un range d'entiers. Donc, l'idée est que on a une fonction ici qui fait du style, mais qu'ensuite, dans la feuille de style générée, on va générer toutes les possibilités. Comme ça, s'il y a plusieurs fois le même style qui est inclus, il n'y aura pas de problème de collision ou quoi que ce soit. Donc ici, on utilise le style en lui proposant, par exemple, en lui passant par exemple une propriété de l'état du composant pour savoir si on affiche ou pas la div en question.
Donc voilà, avec ça, du coup, on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut en CSS. Il y a la gestion des media queries, et à peu près toutes les propriétés sont gérées par rapport à ce qui est disponible sur Can I Use. Donc c'est un site qui référencie par navigateur quelles sont les propriétés CSS disponibles et quelles sont celles qui sont entre guillemets safe à utiliser. Voilà. Alors donc maintenant, moi, je vais vous parler de comment écrire ses propres façades. Parce que du coup, donc c'est bien avec notamment React, ça, il y a pas mal de lib externes qui permettent d'utiliser des components créés par la communauté, etc. Mais c'est écrit en JS généralement. Donc pour pouvoir l'utiliser en Scala JS, il faut créer ces façades. Et donc ça utilisera directement le code JS créé de la lib. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples de façades qu'on a créées, utilisées directement. Alors là, c'est la façade d'un component React de Material UI, la lib Material UI. C'est juste une checkbox. Alors, on voit tout en haut, ici, alors comment on importe ça? C'est directement importé de la lib Material UI, donc de la lib JS, checkbox, et on lui dit que c'est de type React Class. Alors là, tous les types que vous voyez, React Class, Virtual DOM Element, Virtual DOM Attributes, par exemple, ça vient de la façade React qu'on utilise, dont je vous ai parlé au début. Et c'est notamment pour ça d'ailleurs qu'on doit faire un choix on a un choix assez important à faire sur l'utilisation. Ça implique toute la façon dont on va développer par la suite. Alors, et je reprends. Donc là, l'objet Material UI, donc on définit deux implicit classes. Donc là, pour l'élément, donc la checkbox. Et pour les différents attributs, donc là j'en ai mis juste un, onCheck. Donc ça définit ça, ça va être un élément checkbox donc on pourra utiliser, je vais vous montrer plus tard comment on l'utilise. Et les attributs, et on voit ici, donc pour l'attribut, c'est de quel type c'est. Donc on définit de ce type-là, attribut spec, pareil ça vient de la façade de React qu'on utilise. Et on définit donc que ça prend en paramètres, enfin pas en paramètres, mais ça reçoit comme élément donc un onCheck de type ça. Donc c'est une fonction JS qui prend un event et un booléen qui envoie rien. Et alors ici on voit bien ici que ça utilise que des types JS, donc JS fonction. Il n'y a pas d'autres exemples, mais vous allez en voir après d'autres. Et donc dans la façade, il faut bien comprendre que c'est du JS, enfin c'est pas du JS qu'on écrit, mais on utilise des types JS, donc JS fonction, JS object, JS dictionary, etc. Voilà. Et pour l'exemple, donc juste voilà, le component checkbox avec l'attribut unchecked, donc qui prend cette fonction-là. Et bon, je vais pas écrire ce qu'il y a dedans, mais après là, c'est toute une logique, c'est du Scala, du coup on peut modifier le state du component par exemple, etc. Donc, voilà pour cette façade-là. Et j'en ai une autre, donc là c'est pas un component React, c'est un objet, c'est le i18n. Donc on l'importe directement depuis la lib i18n. Et dedans, il y a une fonction donc t qui prend donc une string et en remplacement. Donc on définit c'est bien un JS dictionary, comme je vous disais, c'est bien les types JS. Et donc là, le égal JS native, ça veut dire que ça reprend directement le code JS qui est défini dans la lib i18n. Donc on n'a pas besoin de le redéfinir, etc. C'est directement importé. Et là, en bas, donc je l'ai mis ici, le petit exemple, voilà, dans une span, le 18n.t hello pour l'utiliser. Donc voilà, là on voit bien, il faut bien prendre en compte que c'est bien les types JS qui sont utilisés et c'est pas du Scala, donc c'est vraiment proche du JS. Donc voilà. Pour revenir un petit peu sur la notation JS import, au final, au niveau de la sémantique derrière, c'est exactement la même sémantique de tout ce qui est require en JavaScript. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'en plus de pouvoir en faire sur des packages qui viennent donc, du coup de la registry NPM, on peut les faire également sur des ressources. On le fait nous notamment sur les images, car lors de nos builds, on veut rajouter des hashes par exemple dans les noms d'images pour pouvoir les rendre cache friendly au niveau des navigateurs. Et donc du coup, le fait de faire du JS import sur nos images nous permet d'avoir une abstraction sur comment elles sont nommées ensuite. On sait comment elles sont nommées donc avant
le passage dans Webpack. Et une fois que ça sort de Webpack, bah, c'est comme il faut, il y a le lien qui se fait bien et on n'a rien à faire de plus. Donc, on va revenir sur le packaging de l'application. On a deux modes de compilation. Il y a le mode fast ici et le mode full. Donc, le mode fast, c'est le mode qui est utilisé en dev. C'est celui qui va donc nous permettre d'aller plus vite lors de la compilation. Et le mode full, lui, va passer par le compilateur Google et tout ça, et nous fournir un JS qui sera beaucoup, beaucoup plus compact. On a plusieurs modes de build. Donc ici, par exemple, encore je suis en mode fast, je le mets en mode library only, et en mode full, en mode application. Il y a un mode entre les deux qui est hybride. Donc quelle est la différence entre les trois? Donc c'est quelque chose qui est apparu assez récemment dans le plugin Scala JS Bundler. C'est qu'il y a le premier mode library only où il va faire un premier JS avec toutes les dépendances NPM qui lui du coup ne bougera pratiquement jamais lors du développement, ou sinon si on ajoute une dépendance, ça veut dire que vu qu'elle est ajoutée dans le build SBT, qu'il faut faire un reload SBT et de tout rebuilder. Et le deuxième JS qu'il va faire, c'est celui avec tout le Scala qui lui va être recompilé de manière très régulière. Voilà, ça c'est le mode librairie, mais du coup ça oblige au niveau de l'index HTML de pouvoir jouer avec tout ça et de bien faire gaffe à ce qu'on importe et comment. J'ai eu quelques soucis d'intégration avec Webpack par exemple pour tout faire bien marcher. Le mode application, lui, va juste créer un seul gros JS qui est le package de l'application. On voit ici qu'on peut personnaliser donc, tous ces fichiers Webpack. On peut les personnaliser selon qu'on soit en dev ou en prod, ce qui permet donc d'avoir des traitements vraiment très différents. Et vu qu'on a des modes de packaging qui sont différents de l'un à l'autre, on a vraiment besoin d'avoir des fichiers Webpack différents. Donc là, globalement, c'est des fichiers Webpack assez standards. Il n'y a rien de particulier à savoir, si ce n'est que dans les inputs, il faut rajouter tout le bundle qui vient du Scala pour que la compilation se fasse bien jusqu'au bout. Donc, pour que ça marche bien, donc il y a le module initializer permet juste de trouver les mains dans le code. On peut utiliser Yarn si on le souhaite. Donc, globalement, au début, on ne l'utilisait pas, on était avec NPM. On est passé d'NPM à Yarn, on a gagné 3 à 5 minutes de build gratuitement. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Et là, on a une dernière chose ici, dont je n'ai pas trop parlé. C'est qu'au niveau de Scala CSS, il y a également plusieurs modes de build. Il y a un mode dev, où du coup, toutes les classes CSS seront le nom de l'objet tiré la classe qu'on a mis dedans. Donc, qui est très bien pour le dev parce qu'on voit ce qui se passe, etc. Et en prod, tout est uglifié pour avoir des noms de classes qui sont vraiment tout petits. Donc tout ça se fait avec le paramètre ici xelide below qui permet donc de minifier ou pas et de glyphier tout notre CSS. Voilà. Donc on a rencontré pas mal de petits soucis, ou vu pas mal de choses en chemin. L'un des problèmes qu'on a actuellement ou sur lequel on est en train de bosser et sur lequel on n'a pas encore toutes les réponses, c'est un problème de boulimie du JS, où du coup actuellement on a un bundle qui est un peu gros, il faut qu'on regarde vraiment tout ce qu'il y a dedans, etc. C'est principalement la partie Scala qui prend toute la place. Donc est-ce qu'il y a des endroits où on fait des imports qu'il ne faudrait pas qu'on fasse? Est-ce qu'on se retrouve à avoir des bouts d'assets directement dans le Scala, ce qui serait vraiment pas terrible? Ou est-ce que le fait de trop utiliser de fonctionnalités de Scala fait que le bundle augmente trop? Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On retire petit à petit certaines dépendances Scala qu'on avait mises au début qui n'étaient pas nécessaires. Par exemple, on était parti sur l'utilisation de Circe pour tout ce qui est marshalling, unmarshalling, JSON. Bon, JavaScript sait faire plein de choses en natif sur le JS, donc on s'était dit que c'était pas la peine, outre mesure, de faire du marshalling JSON
avec Circe. On a eu ensuite beaucoup de confusion. Tu veux peut-être en parler, Charles? Ouais, alors les confusions de type Scala entre Scala et JS, surtout au niveau des façades. Comme je disais, dans les façades, c'est les types JS qu'il faut utiliser. Et donc, on a eu plusieurs fois des soucis et qui nous donnent pas forcément les erreurs, enfin, où ça marche pas, mais on n'a pas forcément l'erreur, etc. Par exemple, on met une séquence, enfin une sec de type Scala dans la façade, alors qu'il fallait mettre un JS array. Ça corrige le problème. Ou d'autres choses comme ça, des maps à la place des JS Dictionary, ça ne fonctionne pas non plus. Et du coup, j'ai parlé aussi de la lecture des erreurs. Donc, c'est des erreurs du fichier JS qui sort. Donc, une fois que ça c'est compilé, on a un gros fichier JS. Et là, souvent, les erreurs, c'est dans ce gros fichier. Donc, c'est assez compliqué à retrouver où c'est que ça a fait l'erreur, etc. Donc, ça peut poser des problèmes. Mais c'est juste, enfin, après, c'est juste l'habitude. Au bout d'un moment, on finit par savoir qu'est-ce qui plante, etc. Donc, faut juste, au début, c'est assez compliqué. Et voilà. En fait, sur les erreurs, on a souvent des erreurs de type Java, Scala, avec des stack traces Java, Scala, mais qui référencent tous les fichiers JS. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand on est en prod, que tout est minifié et uglifié, où du coup, on a des noms qui sont totalement incompréhensibles. Un autre problème qu'on a sur la lecture, c'est tous les outils de debugging. Par exemple, on a des web tools pour React qui vont nous permettre d'aller regarder les props, les states des différents composants. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui sont très Scala-friendly, mais qui ne sont pas très JS-friendly. Par exemple, tout ce qui est séquence, c'est des listes chaînées, donc c'est head, tail, head, tail, head, tail. Du coup, pour aller naviguer en debug dans une liste, c'est un peu compliqué. Enfin, ça prend un peu de temps avant de trouver l'élément qu'on a envie de voir et de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est plus embêtant qu'autre chose. Du coup, ça nous pousse de plus en plus à se dire que tout ce qui est interfacé avec du JS de près ou de loin doit utiliser les types JS et le moins possible les types Scala, quitte à y perdre un peu en beauté ou refaire un peu de conversion de temps à autre pour retrouver un peu plus de fonctionnalité, notamment sur les collections. Donc là-dessus, Scala JS nous fournit suffisamment de conversion pour aller des types Scala vers les types JS et vice-versa. Donc au final, c'est pas très compliqué de faire les allers-retours. Un dernier truc qui nous a pris pas mal de temps, c'est la gestion du build. C'est-à-dire que globalement, les outils évoluent assez vite. Là, je pense qu'on commence à avoir quelque chose d'un peu plus stable et de plus utilisable, même si je pense qu'on va encore avoir besoin de 2-3 versions avant d'être bien. Mais l'outil, les plugins ont pas mal évolué avant d'en être à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et du coup, on s'est pris quelques murs sur comment optimiser le build, comment faire en sorte que le build puisse être incrémental, aussi incrémental qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Et on a eu d'autres problématiques où il a fallu qu'on fasse croire au build qu'il se passe des choses qui ne se passent pas vraiment. Parce qu'il s'attend à avoir certains fichiers à certains endroits nommés d'une certaine manière, ce qui n'est pas forcément très compatible avec un build Webpack un peu avancé. Hop. Ah. Donc, bon, pour conclure, globalement, j'ai été vraiment très content de toute l'expérience Scala JS. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui est vraiment saine, qui, je pense, peut être pérenne dans le temps. Le fait de se dire justement qu'on va bosser avec. On a montré comment utiliser du JS depuis le Scala, mais il est possible de la même manière d'exporter du Scala pour qu'il soit utilisable en JS. Il y a des annotations exprès donc qui permettent vraiment d'avoir des équipes qui font un peu tout dans un sens ou dans l'autre. Même si de mon point de vue, il vaut mieux, si on commence à faire en Scala JS, tout faire en Scala JS. On n'a pas vu aujourd'hui de limitation particulière. C'est-à-dire que on n'a jamais été bloqué, on a toujours avancé comme ça. Donc pour la petite histoire, j'avais été mandaté par Make.org, c'était en avril,
avec comme défi de tester un peu, voir ce que ça donnerait. On a commencé, ça s'est passé correctement, on a continué, et aujourd'hui, on a mis en prod avant-hier, du coup, l'applicatif avec toute la partie Scala.js. Donc, il n'y a pas de... Aujourd'hui, on n'a pas vu de vraies limitations ou de choses qui soient bloquantes. L'écosystème commence à être mature au niveau des plugins et tout ça. Eh ben, on peut utiliser toute la partie JS comme on veut. On a moyen de faire un peu tout ce qu'on veut. On n'a pas non plus été limité à ce niveau-là. Euh, Évidemment, donc le gros point positif, c'est le fait d'écrire son code en Scala, dans son IDE préféré, avec du refacto, avec le compilateur qui nous dit dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Ça là-dessus, ça a été vraiment le gros plus, et ce qui fait qu'aujourd'hui on continue là-dessus. Voilà. Donc à côté de ça, évidemment, bah, il y a quelques petits soucis. Donc il y a 2-3 moments où il faut tordre un peu les outils pour faire ce qu'on veut. Il y a euh, des le JS qui est un peu gros en ce moment, mais je pense qu'on va réussir à faire ce qu'il faut. Il y a quelques challenges qui nous attendent. Donc notamment, celui où je vais essayer de m'attaquer, c'est tout ce qui est server-side rendering. Donc pouvoir, au niveau du React, pouvoir rendre la page tout directement comme il faut et avoir après le JS, une fois qu'il est téléchargé, qui se rattache à la page et qui reprend son état à partir de ce qu'on a mis dedans. Donc ça, c'est des choses qui existent en Node. Et j'aimerais bien pouvoir le faire en Play à la place et éviter d'aller là-dedans. Et puis, bah, une fois qu'on aura déjà fait tout ça, je pense qu'on aura vraiment quelque chose de complet et globalement de performant. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, la question est de savoir par rapport aux façades, le temps que ça prend à écrire et ce qui est disponible. Alors, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des choses qui sont façadables très facilement et d'autres moins. Donc, typiquement, React, c'est vraiment trop gros pour qu'il y ait une façade complète. C'est trop gros pour qu'on le façade nous-mêmes. Du coup, là, on est allé chercher quelque chose d'existant. Je pense que c'est ce qu'il faut faire sur les vraiment très gros projets comme ça. Après, sur les petites façades, ça met entre 10 minutes pour les petites et 1 à 2 heures pour les plus grosses, quoi. Globalement, dans tout ce qui est React en tout cas, les projets sont assez bien documentés. C'est-à-dire qu'il y a bien toutes les propriétés qui sont listées. Il y a bien les types attendus également dans la majorité des cas. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, à vrai dire. Et du coup, dès lors que tu as ça, tu as très peu à aller regarder dans le code du framework JS pour aller chercher les 2-3 types manquants, mais il y a vraiment très peu à faire. Et juste avec la doc, d'habitude, on arrive à voir la façade. Donc, pour compter, allez, on va dire 1 heure par façade, il n'y a pas beaucoup plus à dire, quoi. Après, ça dépend, évidemment, ça dépend toujours de la taille des façades et de la documentation qu'il y a derrière. Mais par exemple, j'ai façadé tout le framework de i18n. Ça a dû me prendre 2 heures à tout casser parce que c'était l'une des premières. Quand j'ai fait de l'infinite scroll, ça m'a pris une demi-heure. Donc, c'est un coup de main à prendre, mais honnêtement, je déconseille d'aller chercher absolument la façade pour tout parce que c'est très facile à écrire. Vraiment, ne façader que le plus gros. Et de toute façon, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la manière dont on va façader dépend beaucoup des choix qu'on a fait dans la façade initiale. Donc, qui pour nous a été la façade React. Ouais, ça, tu demandais si ça existait déjà des façades
était déjà développé. Pour la plupart des composants React, nous, on en a fait des façades, mais je pense que la plupart n'existent pas parce que ça dépend de la première façade React qu'on a utilisée. Et du coup, c'est un peu à nous de faire notre sauce. Et donc voilà. Mais après, ce serait bien pas mal qu'on fasse, genre par exemple, celle de Matériel lui. Donc on l'a fait, mais elle n'est pas du tout complète. On a façadé que ce dont on a besoin. Mais ce serait pas mal par la suite de la finir et peut-être de la mettre sur GitHub ou quelque chose comme ça. Donc, de la proposer. Il me semble pas qu'elle existe. Donc voilà. D'autres questions? Alors, la question est donc, aujourd'hui on est en version 0.6.20 de Scala.js et savoir si on a peur avec le temps de tout ce qui va changer vers la version 1.0.0 au final, qui est en milestone 1 en ce moment. Donc la chose est que, bon, si on a enfin moi en tout cas j'ai une certaine habitude de tout genre de choses, d'utiliser des bibliothèques en zéro quelque chose. Donc du coup, bon bah c'est sûr, dès qu'il y a une nouvelle version, à peu de choses près, il faut la mettre à jour, etc. Ce qui est bien, c'est que dans toutes les dernières versions, ils préparent petit à petit la migration vers la 1.0.0. Donc il suffit vraiment au fur et à mesure du temps de corriger les warnings et on devrait être compatible comme il faut. Après, l'autre truc, c'est de savoir quand sortira la 1.0.0. Donc il y a la milestone 2 qui est en cours de développement mais qui a l'air d'être assez mouse costaud. Donc je pense qu'il nous faudra encore bien 6 mois, 1 an avant d'avoir la milestone 2 qui sera peut-être du coup la RC1, etc. Alors la question est au niveau du temps de transpilation. Alors ce qu'on a, c'est qu'il y a une première phase qui se passe au moment où on lance le serveur dev Webpack, où il va compiler tout le JS et tout transpiler en même temps. Donc celle-là, elle est un peu longue, ça peut prendre 3-4 minutes. Et ensuite, bah, c'est incrémental, donc du coup, vu que c'est à la sauvegarde, ce sera souvent un fichier par un fichier. Chez moi, entre le moment où il détecte que le fichier a été modifié et le moment où tout est prêt, c'est aux alentours de 20 secondes. Alors, qu'est-ce que j'entends par boulimie du JS? C'est la question. Aujourd'hui, on a un bundle qui est aux alentours de 3 mégas, qui du coup, pour un JS, c'est gros. Mais on a commencé tout de suite du coup sur cette refonte en Scala JS et on a vu petit à petit la taille augmenter. À un moment, on était aux alentours de 1 à 2 mégas quand on commençait déjà à avoir pas mal de features et à être bon. Et là, ça a augmenté assez vite ces derniers temps. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait mal, mais vu qu'on l'a pas encore bien investigué et surtout qu'on l'a pas encore trouvé, aujourd'hui, je sais pas, enfin, je peux pas donner la cause exacte. Mais j'espère qu'on retournera à une taille entre guillemets normale pour une appli React qui, d'après ce que dit la littérature sur le net, est entre 1 et 2 mégas. Alors pourquoi le choix de Scala.js? Donc on a pris le pari au final d'être full stack Scala. Ça a été un pari, ça a été un test et on y est allé vraiment petit à petit. Vu qu'au niveau du front, c'était quelque chose sur lequel on n'avait aucun retour, on n'était pas certain d'arriver au bout. On a vraiment commencé par une phase de POC, où on est allé petit à petit, on a rajouté, 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 et c'est en voyant qu'on n'avait pas de blocage qu'on est allé jusqu'au bout.
D'autres questions? Eh ben, merci à tous.